André. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Peut-être que tu voudrais m'apprendre mon boulot. Il y a des gens qui travaillent ici. Oh, c'est du bon boulot, hein. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et ce soir, les vraies voix d'emploi, on parle de job d'été, de tourisme, de saison estivale, de saisonniers à la veille des grands départs en vacances. Le tourisme français s'apprête donc à vivre un été sous haute tension si les indicateurs de fréquentation sont en vert, avec une force demande attendue sur le littoral, dans les zones rurales ou les vignobles. La pénurie de main-d'œuvre saisonnière vient parfois ternir le tableau. Restaurants, hôtels, campings ou offices de tourisme peinent à recruter, parfois jusque dans les destinations les plus prestigieuses. Comment maintenir la qualité de l'accueil quand les équipes sont incomplètes ? Peut-on encore bâtir un tourisme durable sans résoudre l'urgence sociale de l'emploi saisonnier ? Quelle solution pour fidéliser les jeunes travailleurs, mieux formés, mieux logés, mieux rémunérés ? On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix de l'emploi, spécial saisonnier. Les vraies voix Sud Radio. Et nos invités pour cette émission, Laurent Berthelemy est avec nous, président national de la branche saisonnier et de la commission emploi à l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis Catherine Fermagnan qui est avec nous, directrice de Vaucluse Provence Attractivité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Déjà, petit état des lieux avec vous, Laurent Berthelemy, sur la saison, les saisonniers. Ça a été très très dur ces dernières années. Où est-ce qu'on en est en matière de chiffres aujourd'hui ? Alors en matière de chiffres, aujourd'hui, les saisonniers, ce sont 220 000 salariés. Donc quasiment 200 000 en été. Post-Covid, bien évidemment, nous avons, comme beaucoup de métiers, perdus des salariés, et notamment des salariés qualifiés, ce qui a été le plus important et le plus difficile à récupérer. Maintenant, cette année, nous faisons face à de nombreuses effections d'entreprises, notamment en restauration, 23 par jour. Ah oui. Donc on a un retour sur l'emploi qui ferme. Donc on a un retour sur le marché de l'emploi de salariés qualifiés important. Ce qui facilite pour recruter pour ceux qui sont encore là. Alors malheureusement oui, ça facilite, mais le sujet, on peut pas se résoudre à ce que des entreprises ferment, malheureusement. C'est clair. L'économie de la France, je pense pas qu'aujourd'hui elle soit apte à entendre ça. Et le fait saisonnier est un fait subi, contrairement à des idées reçues, que ça soit pour l'entreprise ou pour le salarié. La saisonnalité est subie. On n'ouvre pas un établissement, on ferme pas l'établissement pour le plaisir de le fermer. Donc le sujet aussi de l'assurance chômage et de l'allongement des périodes de requalification pour les salariés pour avoir l'assurance chômage est un fait. Donc aujourd'hui les salariés reviennent dans le travail. Et après il faut savoir distinguer bien deux choses. D'une part le saisonnier long, puisqu'on a des ailes de saison plus importantes aujourd'hui et des établissements qui ouvrent plutôt 15 mars, 1er mars jusqu'à la Toussaint. Et donc on a ces saisonniers-là sur 8 mois et on a ce qu'on dit les jobs d'été qui sont sur la forte tension dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, plus spécifiquement des étudiants ou des jeunes, et on en parlera tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet sur les 16-18 ans qui aujourd'hui n'ont pas le droit de travailler dans nos métiers jusqu'à certaines heures. Donc c'est important de pouvoir y aller, de pouvoir travailler et de pouvoir avoir ce panel de salariés un peu plus important. Direction un département magnifique. Nous retrouvons Catherine Fermagnan, directrice de Vaucluse Provence Attractivité, tourisme 4 saisons et tourisme, ça met en appétit. Bonsoir. Bonsoir. Alors, question, le tourisme 4 saisons, ça consiste en quoi dans le Vaucluse ? Parce que théoriquement, il n'y a pas de station de sport d'hiver dans le Vaucluse. Il y a plein de belles choses à faire. En tout cas, cela consiste à stabiliser la haute saison. C'est 35% de nos nuitées, environ, les mois de juillet et août, et d'étaler au maximum la saison. Miser les retombées professionnelles les retombées économiques chez nos professionnels, parce qu'on travaille aussi sur des filières, vous citiez le no-tourisme, mais on a aussi de très belles activités autour de la nature, comme le vélo, la randonnée, avec une offre très très riche, pas forcément en plein été que l'on a envie de gravir le Mont Ventoux, mais sans parler d'exploits sportifs de ce genre. On peut faire aussi des balades en famille, entre amis, se balader le long des véloroutes. Donc tout ça est très très propice à un tourisme en automne, au printemps,
des très beaux produits, par exemple autour de la truffe, la saison de la truffe. C'est pas en plein été, c'est plutôt en hiver. Donc voilà, on a une belle offre, un terroir aussi. On dit souvent que le Vaucluse, vous savez, c'est le jardin de la France. Donc avec un terroir exceptionnel et qui est aussi propice à ce développement d'un tourisme 4 saisons, avec bien évidemment le gros de l'activité qui démarre au printemps, qui se termine à la Toussaint. Je rejoins parfaitement les propos de Monsieur Barthélémy, mais en essayant de pousser au maximum ces ailes de saison. Alors on glisse sur la fin de la saison. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts aussi, comme beaucoup en France, dans le Vaucluse, de jolis villages qui font très attention, qui sont très attractifs et très connus et qui travaillent vraiment la notoriété. Tout à fait. On a aussi, c'est vrai, vous le disiez, une offre très très riche autour du patrimoine, oui. Autour de nos villages. On est dans le cœur de la Provence. Aussi un territoire très accessible, 2h30 de Paris en train. Donc c'est très facile aussi de passer quelques jours de vacances dans notre beau département sur un break, un city break hors saison, et avec une belle offre autour du patrimoine, un patrimoine classé à l'UNESCO, comme des monuments emblématiques comme le Palais des Papes, le Pont d'Avignon, mais au-delà de ça, des petites chapelles, des châteaux, une offre aussi autour de musées très riches. Donc tout ça, c'est aussi très propice à ce développement, avec des beaux villages perchés aussi, classés certains parmi les plus beaux. Comme Gordes, par exemple. Est-ce que l'attractivité finalement de ce département, de cette région, est propice aussi pour les saisonniers? Est-ce qu'on est plus en demande sur des territoires tels que le vôtre? Oui, alors bien sûr, on a une offre aussi festivalière qui est très riche, avec de gros festivals qui se déroulent aussi notamment pendant la période estivale, donc notamment le Festival d'Avignon qui commence samedi, donc bien évidemment qui engendre une fréquentation très importante et donc un pic de fréquentation sur l'été. On a aussi, par exemple, des parcs d'attractions qui embauchent 500 saisonniers sur la saison touristique. Donc, on a de l'embauche de saisonniers, bien évidemment, mais on a aussi 17% de nos offres qui se font en CDI. C'est important aussi comme message. Absolument. On peut vivre aussi dans une activité touristique avec un CDI sur une activité qui est pérenne. Et je crois que ce sont aussi des idées importantes à véhiculer. L'emploi touristique n'est pas que de l'emploi saisonnier, même s'il y en a, bien évidemment. Et vous avez développé une chose, ça va faire plaisir à notre ami Laurent Barthélémy de l'UMI, c'est l'œnotourisme. Parce qu'il y a quand même d'excellents breuvages du côté du Vaucluse. Ah bah là, ça faisait longtemps, tiens. On n'a pas entendu parler de boissons ni de nourriture. 19h11, c'est normal. On peut, c'est l'apéro, allez-y. Qu'est-ce qui se fait? Quel est le profil des visiteurs, des touristes qui font de l'œnotourisme et des postes qui sont créés? Bon, écoutez, ce sont des profils de bons vivants. De bons vivants. On a 320 caves dans le département, donc je peux vous dire que le choix est riche, avec des appellations prestigieuses, mais énormément de beaux domaines dans le secteur des Côtes-du-Rhône, Château-du-Pape, Gigondas, Luberon, Ventoux, toutes ces appellations. Et nos vignerons, ça fait quoi? Ça fait près d'une vingtaine d'années qu'ils se sont ouverts à cette diversification d'activités dans le secteur du tourisme. Et ils font plein de belles choses. Ils proposent bien évidemment des prestations assez classiques qu'on peut attendre d'un domaine, des dégustations, mais on peut aussi, ils s'adaptent à leur clientèle, ils organisent des concerts, soirées, on peut faire des expériences super intéressantes d'assemblage, on repart avec sa propre bouteille, on peut aller faire des pique-niques champêtres dans les vignes, il y a vraiment une offre qui est très riche et ça plaît beaucoup. Et comme le no-tourisme, on a aussi une autre filière qui se développe beaucoup que l'on appelle le tourisme de savoir-faire, avec justement nos producteurs, nos artisans d'art, nos industriels aussi, dans le secteur de l'agroalimentaire, de la cosmétique, qui ouvrent leurs portes et cette filière-là a beaucoup de succès. Cathy Fermagnan, la clientèle aujourd'hui, c'est quoi? C'est beaucoup d'international, c'est beaucoup de français. Est-ce que je pense à tous ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est toujours mieux d'arriver avec un bagage d'une langue parlée ou deux langues parlées? Vous faites bien de me poser la question. C'est une caractéristique forte de notre département. Nous avons 43% de clientèle internationale. C'est très important sur 5 millions de touristes par an. Donc oui, il vaut mieux parler en effet plusieurs langues, au moins l'anglais, c'est important. Et parmi nos clientèles, nous avons essentiellement des clientèles européennes, mais aussi les États-Unis, qui est notre 4e clientèle touristique. Mais ça veut dire que c'est une clientèle exigeante où on demande peut-être à des saisonniers dans certains endroits d'avoir plus un savoir-être qu'ailleurs?
Comme dans beaucoup de secteurs, oui, le savoir-être est très, très important. Au-delà des compétences linguistiques, de pouvoir être agile, pouvoir s'adapter, pouvoir répondre à des demandes. Mais ce sont des clientèles, oui, qui vont venir apprécier justement les bons produits, qui vont venir aussi apprécier cette nature qui est magnifique, visiter cette belle Provence, donc et qui aiment aussi le contact, les échanges, et qui dorment aussi le plus souvent dans des hôtels. Donc voilà, c'est une clientèle que l'on choisit, la clientèle étrangère, d'autant qu'elle vient pas toujours comme les Français, plutôt aussi sur les aides de saison. Et ça, c'est très très intéressant pour justement travailler sur cet équilibre que l'on veut. Voilà, on veut pas plus de tourisme l'été, mais on veut vraiment cet équilibre tout au long de l'année. Et la clientèle étrangère nous y aide beaucoup. Merci beaucoup, Cathy Fermagnan. Et une annonce, Sud Radio sera à partir de lundi tous les matins à 10h avec Christophe Meillon au Festival d'Avignon. Et ben voilà, ça c'est fait. Bienvenue. Et on va... Grand plaisir. et on va conclure en chanson avec un Vauclusien originaire de Carpentras. C'est un petit cadeau, Catherine Vermagnon. Merci beaucoup, Cathy Fermagnan, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de Vaucluse Provence Attractivité. Si vous ne connaissez pas le Vaucluse, allez-y parce que c'est vraiment magnifique. Mais on a envie de le dire de toutes les régions françaises. Ce pays est tellement beau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Ça fait du bien. Mes amours, ban fortuné. Ah là, on change d'ambiance. Après le Vaucluse, ce sont les Hautes-Pyrénées, Cécile. Et voilà, et en tout cas, les vraies voix de l'emploi vous emmènent dans les régions françaises. Laurent Barthélémy est avec nous, président national de la branche saisonnier et de la commission d'emploi de l'UMI, qui est le syndicat de l'hôtellerie et la restauration. Et nous accueillons Gaëlle Valin, qui est avec nous, maire d'Argelès-Gazost. On est dans les Hautes-Pyrénées, à peu près à 12 km de Lourdes. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, madame le maire. Petit mot avec vous, Laurent Barthélémy. Bien sûr, les saisons sont parfois très courtes pour certaines villes ou villages parce que la montagne, on sait, d'autres sont très pourvus. Comment on fait aujourd'hui pour fidéliser des saisonniers ? Qu'est-ce qui finalement est intéressant ? Est-ce que c'est l'accueil, les personnes qui vous emploient ? Est-ce que ce sont les territoires ? Vous allez me dire c'est un petit peu de tout. C'est un petit peu tout. Alors d'abord, on fait pas ce que le gouvernement est en train de faire sur les rythmes scolaires. C'est-à-dire qu'on ne concentre pas tout le monde au même moment. Donc ça revient à peu près tous les 4 ans, mais on évite de concentrer, surtout pour l'hiver, où on a une saison très courte sur 6 semaines, et donc on ne la ramène pas sur 4. C'est une première chose. La deuxième chose, bien évidemment, pour les salariés saisonniers, c'est le logement. Pas de toit, pas d'emploi. C'est très clair. Oui, bien sûr. Et ce qui va avec directement, puisque les zones, ce sont des zones très rurales, généralement, les zones touristiques, que ce soit à la montagne ou à l'océan ou à la mer. Il n'y a pas que des villes ou à la campagne. Et non seulement il n'y a pas de logement, mais en plus il n'y a pas de transport en commun, parce que c'est la double peine. Les abandonnés sont aussi les abandonnés des transports, comme sont les abandonnés des logements. Alors nous sommes en compagnie de Gaëlle Valin, maire d'Argelès-Gazost, s'occupe notamment du tourisme là-bas. Vous avez une double activité touristique, l'été et l'hiver, puisque vous êtes à la montagne. Est-ce que les problématiques d'emploi et de recrutement de saisonniers entre l'hiver et l'été, ce sont les mêmes ? Oui, on rencontre à peu près les mêmes difficultés pour recruter, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc, nous avons depuis quelques années imaginé des dispositifs qui favorisent et l'emploi, notamment au sein de groupements, et vous en avez parlé, le logement et aussi évidemment la mobilité. Alors vous avez la montagne, vous avez un centre thermal, un casino, si je ne m'abuse. C'est une fréquentation. Est-ce qu'on est sur une clientèle plutôt française, internationale ? Est-ce que forcément l'été, l'hiver, c'est pas du tout la même clientèle, j'imagine ? Oui, enfin on a une clientèle qui est quand même composé essentiellement de Français, des Français qui sont des départements autour, donc du 31, du 64, du 32, du 33, du 40.
principalement. Et en étranger, on accueille quand même pas mal d'Espagnols, puisqu'on est tout près. L'hiver notamment, avec les stations de ski qui sont différentes des leurs. Oui. L'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne. C'est là qu'ils viennent faire des excursions plutôt, ceux-là. Est-ce que, par exemple, les moniteurs de ski sont moniteurs l'hiver et l'été reviennent sur d'autres, parce qu'ils ont d'autres aussi ont des métiers, est-ce qu'ils reviennent aussi dans des restaurants, dans d'autres activités, par exemple? Alors, la plupart des saisonniers ont plusieurs activités. C'est pas ceux qui sont moniteurs l'hiver sont pas forcément en restauration l'été. Par contre, les pisteurs, oui, plutôt. Tout ce qui est embauche en station de ski. Ensuite, on rencontre les parcours en fait des moniteurs. C'est plutôt des parcours de sportifs. Donc, on peut avoir des moniteurs qui sont guides de moyenne, de haute montagne, qui sont accompagnateurs, qui ont une activité sportive à côté. Randonnée, enfin, j'en passe. Oui, tout à fait. Ouais. Alors vous avez une station de ski juste à côté, qu'on connaît bien, notamment pour les amateurs de ski, mais les amateurs du Tour de France, Hautacam, où il y a eu des arrivées au sommet. Hautacam, qui, vu le changement climatique, on est en période de canicule, va réduire drastiquement le ski, et vous avez lancé d'autres activités. Quelles autres activités avez-vous lancées à la place du ski pour l'hiver? Est-ce qu'elles sont pérennes pour l'été? Et quel emploi est-ce que ça a créé, Gaëlle Valin? Alors, ça fait quelques années, effectivement, qu'on réfléchit à avoir une activité toute l'année. On parlait tout à l'heure dans le Vaucluse de 4 saisons. C'est aussi notre volonté d'arriver à avoir une activité toute l'année pour éviter de subir la perte de neige sur des stations de moyenne altitude. Donc, au Hautacam, vous avez plein d'activités différentes. De la luge, on peut faire en été. Oui. Il y a aussi des vélos en plein air. Il y a une multitude d'activités qui se pratiquent en fait dès qu'il n'y a pas de neige. Il y a du VTT, il y a de la trottinette. C'est des activités qui peuvent se faire toute l'année. Après, on se rend compte, puisque ça fait peu de temps qu'on a ouvert l'entièreté de cette station de cette façon-là, on se rend compte quand même qu'on est lié au tourisme, puisque les personnes alentours viennent sur les week-ends, mais on l'a observé cette année, le printemps reste assez compliqué pour faire venir du monde en montagne. D'accord. Et pour vos saisonniers, est-ce que le problème, j'imagine comme tout le monde, le logement, quels enjeux pour en tout cas une commune telle que la vôtre? Alors, sur Argelès, on a des personnes qui vivent encore sur Argelès. Donc, on peut arriver à se loger sur Argelès. Il y a encore une vie à l'année qui commence à se compliquer de plus en plus. On devient de plus en plus saisonnier, comme l'est par exemple Cauterets, qui est une station de ski, qui a 90% de logements en fait saisonniers, de logements qui Airbnb, location saisonnière. Et alors eux, du coup, là, ils sont en train de monter une maison des saisonniers. Ils ont racheté un hôtel et la municipalité a engagé des gros travaux pour pouvoir créer 27 logements dédiés à des saisonniers. Laurent Argelès, oui, allez-y. Pardon. Ouais. À Argelès, on a un peu de foncier. On a une ancienne gare puisqu'on n'a plus de train à Argelès. Et donc là, on est en train de construire 4 logements qui seront dédiés aussi à des employés saisonniers. Dans l'ancienne gare, oui. Laurent Barthélémy, on voit comment les communes se retroussent les manches pour accueillir dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est vrai que quand on parle de 5 ans, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était très compliqué le logement pour les saisonniers. On sent maintenant qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place pour essayer de les attirer le mieux possible. Alors on voit bien, et Madame la maire l'a dit, aujourd'hui, on a une étude qui est sortie, 75% des saisonniers vivent sur leur territoire. Le saisonnier est un acteur de son aménagement du territoire. D'accord, ok. Le saisonnier veut rester, il y a beaucoup de saisonniers qui sont venus dans les territoires et qui veulent rester habiter dans leur territoire, parce que c'est des territoires où il fait bon vivre. Donc il y a besoin de logements pour les saisonniers, mais par extension, besoin de logements pour tout le monde. Et c'est aussi comprendre que l'industrie touristique n'est pas juste partir en vacances et ça marche tout seul et on vient parce qu'il y a de la neige et on vient parce qu'il y a du soleil ou on s'en va quand c'est fini. Non, aujourd'hui on voit bien que c'est une industrie et une économie bien spécifique
qu'on vient de nourrir, et cette agrémentation aujourd'hui passe par ces saisonniers. Et il n'y a pas de toutes les solutions. Vous venez de l'évoquer, 4 logements, c'est déjà 4 logements de prix. Bien sûr. Et toutes mais moi j'ai une question, est-ce que vous n'avez pas de problème lié à l'urbanisme aujourd'hui sur des projets qui pourraient être les vôtres? Alors, sur des projets comme chez nous, c'est vrai qu'on travaille avec l'ABF, avec l'architecte des bâtiments de France, parce qu'on est lié, il y a beaucoup de patrimoine. Et on veut aussi garder le cachet, parce que on est des endroits qui, comme vous dites, où il fait bon vivre, et on veut que ça continue. Donc, il faut garder cette identité, ces cachets. Et c'est pour ça qu'on vient chez vous, surtout. Oui. Oui, oui. Et si on a pas 8e ville la plus accueillante de France, selon Booking. Oui. On a du tourisme lié aussi au patrimoine, aux visites, à l'architecture, au cachet qu'il peut y avoir en montagne. Donc, il faut arriver à le conserver malgré tout. Merci beaucoup Gaëlle Valin, merci mille fois, maire d'Argelès-Gazost. Vous me permettez de la saluer en patois quand même. Oui, je vous en prie. Adichat et pour taber plat. Voilà. Ah, il y a des chats. Et moi j'ai compris que j'avais les pieds plats, donc ça n'a rien à voir, j'imagine. Non, mais à la rigueur, à cette heure-là, vous voyez des œufs au plat à 19h27, ça aurait été plus adéquat, mais bon. Merci en tout cas, et on vous souhaite une très belle saison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, Franck Louvrier sera avec nous, maire de La Baule-Escoublac, président du comité régional de tourisme des Pays de la Loire. On fait une petite pause et on revient tout de suite. On vous emmène dans les vraies voies de l'emploi. Une chanson sur La Baule, les vins, un film à l'époque de Diane Curie, je crois. Ouais. François Berninck, je crois, qui chante, c'est ça? Quel talent ce Philippe David. En tout cas, on vous parle emploi, on parle des saisonniers et surtout des régions qui débordent d'imagination, en tout cas pour les saisonniers et surtout pour la qualité de l'accueil. Avec nous aujourd'hui, Laurent Barthélémy, président national de la branche saisonnier et de la commission d'emploi à l'UMI, dans le syndicat de l'hôtellerie et restauration, et direction la mairie de La Baule-Escoublac avec son maire Franck Louvrier. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aussi président du comité régional du tourisme des Pays de la Loire et on est ravis de vous accueillir. Un petit mot d'abord sur La Baule-Escoublac. Combien aujourd'hui d'habitants et combien surtout en période estivale ou en période de saison la ville se transforme et on se multiplie par combien? C'est très simple, on est 18 000 habitants à l'année, on est 180 000 l'été. Voilà. C'est un coefficient multiplié par 10. Donc c'est vrai que c'est des pics de fréquentation qui n'ont pas lieu uniquement l'été, qui ont lieu aussi sur des week-ends comme celui de Pâques ou de l'Ascension. Alors, un petit mot d'abord sur votre office du tourisme. Premier en France à obtenir un label RSE Lucie 26 000, pardon. Ce label est très important pour une commune comme la vôtre. Et qu'est-ce que ça implique et pourquoi s'être battu pour ça? D'abord, l'enjeu RSE, il est fondamental pour la simple et bonne raison. D'abord, c'est la protection de notre environnement. On a la chance d'être au bord de l'océan Atlantique et dans une forêt qui fait 70 000 arbres. Donc c'est vrai que c'est un enjeu essentiel pour nous. Mais au-delà de ça, c'est aussi un élément d'attractivité pour tout ce qu'on appelle le tourisme d'affaires. Vous savez, on a un palais des congrès et il faut, comme le disaient certains de vos invités, avoir aussi une fréquentation sur les ailes de saison. Et c'est vrai que les palais des congrès permettent cette fréquentation en dehors des pics de fréquentation pour permettre justement une activité économique soutenue. Et pour nous, ça, c'est important d'avoir ce label parce que c'est un des éléments de sélection pour avoir comme destination d'affaires la ville de La Baule. Qu'est-ce que ça change, Philippe. Qu'est-ce que ça a changé, par exemple, entre avant et après? Qu'est-ce que ça implique pour vous sur le terrain? C'est très simple, c'est que un directeur administratif et financier d'une entreprise, le responsable RSE, autant que le directeur de la communication ou le directeur général, regarde l'empreinte carbone de ses congressistes. Et le fait est, c'est que quand vous venez ici en TGV, ce qui est un atout en matière d'empreinte carbone par rapport à l'avion ou à la voiture, quand vous venez dans une destination RSE, c'est-à-dire une destination qui fait attention notamment au recyclage, qui fait attention aux enjeux environnementaux, tout de suite, c'est des notes supplémentaires qui permettent justement de remporter la mise lorsqu'il y a une sélection, une compétition entre plusieurs communes. Et pour nous, c'est vrai que ça augmente bien sûr notre jour de fréquentation sur le Palais des Congrès. En gros, le Palais des Congrès de La Baule, c'est près de 250 jours, 280 jours d'ouverture. Donc, c'est beaucoup. Et est-ce que c'est un label compliqué et onéreux à obtenir ?
Compliqué, oui, parce que les enjeux sont compliqués, parce qu'il faut bien sûr s'ouvrir totalement. Onéreux, pas tellement, sauf que il faut l'entretenir. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous l'avez obtenu une année que vous l'obtiendrez les années suivantes. Oui. Donc c'est un entretien perpétuel d'une façon ou d'une autre, parce que quand vous mettez la barre haute, vous avez plus la possibilité de redescendre. Laurent Barthélémy, quand on est saisonnier, est-ce que finalement on se dit d'aller travailler en tout cas dans des communes ou dans des villes qui correspondent à ces valeurs? Est-ce que ça a un impact aujourd'hui? Il est aujourd'hui très clair qu'on a des changements de comportement, des changements de génération, on a des changements de comportement dans les consommateurs, la preuve. Et donc forcément, il y a les mêmes changements de comportement dans les personnes qui viennent travailler, dans le choix de leur destination. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'il y ait des secteurs d'activité, des secteurs géographiques qui sont dépourvus de transports en commun. Bien évidemment qu'un étudiant qui vient de Paris aura plus facile à venir travailler quand il a juste un billet de train à acheter et qu'il arrive directement pour venir travailler que quelqu'un qui doit prendre une voiture et quand même il n'aurait pas de voiture, comment il va venir? Alors nous aujourd'hui dans l'accompagnement, nous avons des aides, nous avons nombreux sont les chefs d'entreprise qui payent les billets de train pour venir et qui payent le transport pour venir travailler dans un territoire géographique. Donc oui, aujourd'hui les jeunes générations se retrouvent dans tout ce qui est environnemental et l'économie de l'eau, comment je mange mieux, comment on se loge mieux, comment je me transporte mieux. Et donc oui, monsieur le maire a raison. C'est si on arrive à faire en sorte d'être plus vertueux sur une économie touristique, les salariés s'y retrouvent aussi. C'est une question qui vous concerne tous les deux. La Baule-Escoubiac, c'est quand même une station balnéaire de haut niveau, on va le dire. Il y a de très beaux restaurants, de très beaux hôtels. C'est plus dur de recruter des saisonniers, notamment pour des restaurants très bien cotés, des hôtels 4-5 étoiles. C'est encore plus compliqué que pour le plus standard, on va dire. Non, pour nous, c'est pas plus compliqué. Il y a des solutions économiques qui sont différentes. Nous avons des adhérents qui sont à la Baule. Ils ont aussi les mêmes solutions que dans d'autres territoires, c'est-à-dire qu'ils achètent des appartements ou ils achètent des mobil-homes pour pouvoir, ou ils louent des mobil-homes pour pouvoir loger leurs salariés dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est vrai dans tous les territoires. On va en parler tout à l'heure avec Franck Louvrier. Ils ont mis en place des choses formidables. Est-ce que ce label irrigue finalement les commerçants? Est-ce que du fait que cette ville soit labellisée, en tout cas, les commerçants s'imposent aussi eux-mêmes peut-être une éthique sur pas mal de choses? Oui, c'est un cercle vertueux. À partir du moment où on donne l'exemple, bien sûr que l'ensemble des professionnels du tourisme essayent aussi de s'y plier. Et ça, c'est essentiel, aussi bien, par exemple, dans la consommation des déchets, mais par exemple aussi sur la récupération d'eau dans les campings. Nous avons en ce moment une initiative qu'on est en train de réaliser pas loin d'ici, à quelques kilomètres, où on essaye de récupérer les eaux de piscine pour justement les réutiliser avec tout un système qui a été mis en place par 2 startups. Donc vous voyez, ce sont des initiatives aussi qui sont essentielles pour arriver dans la mutation et les demandes nouvelles, à la fois bien sûr des saisonniers, mais aussi des touristes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous, en matière de saisonniers, vous êtes OK? Vous êtes toujours en attente de gens? Où on en est aujourd'hui? C'est très simple, c'est que la liste est toujours très longue. Nous, on a 3000 saisonniers qui arrivent sur l'ensemble de la ville de La Baule. Et donc, c'est un enjeu important chaque été. Notamment, il y a le groupe Barrière qui est le premier consommateur, entre guillemets, de saisonniers, avec près de 500 saisonniers. C'est énorme. Et puis, tout l'ensemble des établissements autour. C'est pour ça qu'on a mis en place un village des saisonniers en utilisant un ancien camping municipal qui n'était plus, je dirais, à même de pouvoir répondre à la clientèle. Et ce camping municipal, on l'a transformé en logement saisonnier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une régularité des saisonniers? Est-ce qu'on se dit tous les ans, nous, on retourne à La Baule et c'est aussi l'intérêt de travailler sur ce lien avec les saisonniers? Il y a une fidélité. Ouais, S'ils sont bien traités, si ça se passe bien, ils y restent. Et puis surtout, c'est que en général, les professionnels du tourisme essayent de prendre des saisonniers qui géographiquement ne sont pas très loin. Ça règle le problème des transports, ça peut même parfois régler le problème de l'hébergement. Et ça, c'est un enjeu important pour nous parce que sur un potentiel de notre territoire où on a une grande ville comme Nantes, une autre grande ville comme Saint-Nazaire, on a aussi la possibilité de pouvoir avoir des gens en proximité. Vous avez aussi une chance, vous l'avez rappelé au début de l'interview, vous avez le TGV qui arrive chez vous, donc qui mène directement à Paris. En combien? 3 heures à peu près? 2 heures et demie?
3h15 exactement, 3h15. et l'objectif c'est 2h45. Ouais. D'accord, donc ça gagnera encore une demi-heure. Vous avez aussi beaucoup de franciliens pour élargir par rapport aux Parisiens et des gens qui prendraient des correspondances avec d'autres TGV à Paris pour venir, par exemple, du Nord, où on vient de Lille à Paris en 1 heure maintenant. Oui, alors nous, énormément, notre clientèle française, c'est bien sûr la clientèle régionale, les Pays de la Loire, et puis bien sûr la clientèle francilienne. Ça, c'est le potentiel le plus important. Puis après, on a 15 à 20% de clientèle étrangère. Alors, vous avez développé aussi beaucoup de mobilité douce, comme beaucoup de villes, avec une piste, une 375 km de pistes cyclables. Ça aussi, c'est important. Oui, tout à fait, parce que si vous voulez, le vélo, pour nous, alors on a la chance. Je ne suis pas dans les Hautes-Pyrénées. C'est sûr que la montée d'Otakam, on ne la trouve pas là-bas. Voilà, les circulations électriques se font plus facilement. Ouais. Donc les vélos électriques et les vélos notamment sont à disposition et permettent des liaisons plus simples. Et ça nous permet aussi de décongestionner très clairement, lorsque l'on passe à 180 000 habitants, de décongestionner parce que les gens ont le réflexe d'utiliser plutôt le vélo que la voiture. Ils savent qu'ils mettront beaucoup plus de temps en voiture qu'en vélo. Donc on a une utilisation très forte du vélo par des locations à la fois de courte durée, par l'utilisation de vélos au quotidien avec des stations de vélo. Donc ça, c'est un atout important et c'est autant utilisé par ceux qui y travaillent que ceux qui viennent en tant que touristes. Laurent Barthélémy, vous vouliez réagir? Oui, après il faut relativiser par rapport aux personnes qui travaillent parce que nous faisons des métiers où l'on termine à toutes les heures du jour et de la nuit. Oui. Parce que à un moment donné, ça a été la fausse bonne idée de dire on va envoyer des salariés faire 10 km après le travail. Mais après le travail, ils veulent aller boire un coup avec les collègues ou avec les copains, se reposer et ils n'ont pas faire de nuit 10 à 15 km à vélo. Bon, ça pose quand même quelques difficultés souvent. Donc c'est la bonne idée quand il y a 2 à 3 km maximum à faire. Maintenant, il faut pas que ça aille au-delà. Il y a une chose pour laquelle Et quand c'est plat. Et quand c'est plat, ouais. Ah bah là, c'est Gaël Valin des Hautes-Pyrénées qui va se dire... Je rappelle qu'il est interdit de circuler à vélo avec de l'alcool. Ça n'arrive jamais. Voilà, c'est ça. Ah bon, ça n'arrive jamais. J'irai peut-être pas si loin que ça, surtout avec un Médocain, que vous êtes originaire du Médoc. Laurent Barthélémy. Franck Louvrier, votre office du tourisme a également travaillé sur les conditions de travail. Pourquoi avoir mis cette dimension sociale dans votre approche des saisonniers et des emplois du tourisme ? Parce que c'est un critère de sélection pour les saisonniers à l'endroit de leurs employeurs. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, le rapport de force, il est un peu inversé. Oui. Auparavant, dans ma grande jeunesse, on se pliait bien évidemment aux décisions de l'employeur. Aujourd'hui, c'est une négociation qui a lieu, étant donné qu'il y a une pénurie de saisonniers, qui a lieu entre l'employeur et l'employé. Et ça fait partie des conditions sine qua non qui amènent à un choix. Et nous, comme on a intérêt d'attirer le maximum de saisonniers ici, parce qu'on en a besoin, on utilise toute la palette pour pouvoir être attractif. Alors c'est intéressant parce que Laurent Barthélémy, on a toujours l'impression de se dire que les saisonniers sont des jeunes, mais pas du tout en fait. Mais on l'évoquait en début d'émission. Il y a saisonniers et saisonniers. Les saisonniers qui restent là comme à la bolle, qui font quasiment 8 mois de saison, ce ne sont pas les mêmes publics que ceux qui font 2 mois et qui sont étudiants. Au Club Med. Non, pas au Club Med parce que c'est du travail quand même. Il faut reconnaître ceux qui viennent travailler. Mais je dis au Club Med, il y en a qui partent pendant 2 mois parce que c'est facile. Ils viennent travailler. Mais effectivement, Monsieur le maire a raison. Il y a non seulement le levier financier relatif à tout ce qui est salaire, mais aujourd'hui, il y a aussi les conditions de travail, les conditions de logement. Auparavant, on faisait quasiment 7 jours sur 7. Le droit du travail s'applique pour tout le monde. Oui. Et il est bon de rappeler que les conventions collectives et le droit du travail s'appliquent. Donc nous avons aussi des employeurs qui sont beaucoup plus respectueux aujourd'hui. Et si on veut attirer et conserver et fidéliser nos salariés, il faut leur donner des conditions de travail au-delà du salaire, des conditions de travail qui sont vraiment bien meilleures qu'auparavant. Mais puisque Monsieur le maire aussi est un libéral, ça me permet de parler un petit peu des pourboires aussi aujourd'hui. À date, le gouvernement serait tenté de venir taxer
cette rémunération complémentaire. C'est à point. C'est à point, donc Mais comme c'est souvent liquide, ça va être compliqué. Mais on a de moins en moins aussi sur le avec TPE, le TPE. Donc de moins en moins. Aujourd'hui, on porte ça et on voudrait vraiment protéger, parce que c'est aussi rendre du pouvoir d'achat à nos salariés, de pouvoir protéger ces pourboires. Et puis c'est la qualité, le contentement du client, Franck Louvrier. En plus, je vais vous dire, d'abord, les professionnels du tourisme ont fait un effort très important au niveau salarial. Il faut savoir le reconnaître. Quand ça a été difficile, notamment après la Covid, et on a vu que l'ensemble des employeurs ont essayé d'augmenter les salaires, et ils l'ont fait, notamment grâce à l'UMI et d'autres organisations représentatives. Ça, c'est un premier enjeu qui a été très important et qui a été suivi. La deuxième chose, c'est que nous, on a poussé, notamment avec Région de France et plusieurs élus, à ce qui est le retour du pourboire. Alors, comme vous le savez, l'argent liquide est moins présent dans les poches, donc maintenant, il y a le pourboire numérique. Mais il est clair que ce pourboire numérique ne peut pas être fiscalisé. Parce que si vous le fiscalisez, d'une façon ou d'une autre, vous n'intéressez pas nos jeunes saisonniers à faire un effort en matière d'accueil et surtout à donner ce petit plus dont ils ont besoin l'été. Honnêtement, c'est un petit plus. Je pense que là-dessus, l'État ne gagnera pas beaucoup. Par contre, nous, on gagnera beaucoup à ne pas le fiscaliser, parce que c'est un élément de plus d'attractivité aussi pour nos saisonniers, pour travailler dans des métiers qui sont difficiles, où il y a à la fois je dirais la difficulté d'y travailler, les horaires qui sont compliqués, comme vous le rappeliez à juste titre. Les clients qui ne sont pas faciles. Oui. Et des clients pas faciles, parce que vous savez que les gens en vacances parfois se lâchent en matière d'écologie, se lâchent aussi en matière de comportement, et c'est pas toujours facile à absorber et assumer. Donc voilà, donc on a tout ça. Et je crois foncièrement qu'il ne faut pas fiscaliser le pouvoir numérique. Laurent Barthélémy. Oui, surtout que qu'est-ce qu'ils vont faire les salariés avec les pourboires? Ils vont pas capitaliser avec, ils vont générer de la consommation. Et aujourd'hui, moi je crois donc payer des taxes, notamment la TVA. Exactement. Donc moi je crois fermement à la relance par la consommation, et ces pourboires participent à cela. Allez, on refait une petite pause. Vous restez avec nous, Franck Louvrier. On revient dans un instant et on va voir justement ce dispositif, plusieurs dispositifs que vous avez mis en place pour les logements. Vous avez parlé il y a quelques instants de ce camping que vous avez transformé en résidence dédiée aux saisonniers. Mais on va comprendre comment vous avez fait, parce qu'il y a peut-être des maires qui nous écoutent en disant tiens, c'est pas bête, je vais faire comme Franck Louvrier. Allez, à tout de suite. Sur les saisonniers, surtout sur ces territoires français qui reculent à chaque fois en se disant que en disant qu'on va trouver des solutions et améliorer les conditions de vie des saisonniers. Franck Louvrier est avec nous, maire de la Baule Escoublac et président du comité régional du tourisme des Pays de la Loire. Et Laurent Barthélémy est avec nous, président national de la branche saisonnier et de la commission emploi de l'UMI, qui est le syndicat de l'hôtellerie-restauration. Et on va revenir avec vous, Franck Louvrier. Vous le disiez tout à l'heure, que finalement, ce qui pêche souvent pour les saisonniers, c'est le logement, ce qui est toujours très difficile pour les communes. Et vous avez déployé plusieurs dispositifs, dont ces bungalows, après avoir récupéré un camping municipal, et vous avez bâti dans un temps assez record des logements qui sont plutôt très jolis et très agréables pour vos saisonniers. C'est contraint parce qu'on est coincé entre l'océan Atlantique, les marais salants et le parc naturel régional de Brière. Donc on ne peut pas construire. Il n'est pas question de faire la ville sur la ville, donc on a très peu de foncier disponible. Donc on a essayé d'être un peu un malin et intelligent, et comme on avait un camping qui ne répondait plus aux demandes de la population, et notamment de la population touristique, parce que maintenant on veut des campings avec des centres aquatiques, etc., et qu'il était dans un site classé en plein centre de la ville, boisé, il n'était pas question qu'on puisse l'aménager de la sorte. Donc on s'est dit on va le changer de destination, parce qu'il n'a plus un modèle économique viable, et on va par contre le dédier à l'ensemble de nos saisonniers. Et donc on a 40 logements aujourd'hui qui vont monter à 20 supplémentaires l'année prochaine. Ça fera 60 logements qui permettent 60 bungalows qui permettent de loger à la fois des saisonniers, alors des saisonniers d'été, mais aussi des saisonniers d'hiver, parce que comme vous le savez, pas très loin de chez nous, on a les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, on a aussi Airbus qui cherche aussi des saisonniers l'hiver. Donc ça nous permet à la fois de répondre à la demande des professionnels du tourisme l'été, avec franchement un accès qui est financièrement très faible, qui est autour de 300 €, et surtout
ce que l'on fait, c'est qu'on met en contact, bien sûr, nous, les professionnels avec le service de la ville pour que les choses se passent bien avec la personne qui est hébergée. Puis il y a une deuxième action qu'on a mis en place qui fonctionne très bien aussi, c'est une sorte de promotion en poussant des hébergeurs potentiels à accueillir chez eux un saisonnier. Et c'est nous qui mettons en contact l'hébergeur et l'employeur du saisonnier. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est bien, tout le monde surveille tout le monde. Et d'une façon ou d'une autre, ça nous a permis de récupérer plus de 30 à 40 logements supplémentaires chaque année. Donc vous voyez, c'est beaucoup parce que là, on a construit des logements saisonniers, mais quand on en construit, c'est une vingtaine maximum par an. Donc on est très contraint. Et là, il y a un échange d'argent chez l'habitant ? Alors, l'échange d'argent, bien évidemment, entre l'habitant, entre celui qui va héberger et celui qui est hébergé. En général, c'est l'employeur qui paye, ce qui est beaucoup plus simple. Oui. Et ça tourne autour de 250, 200, 300 euros. Ça dépend un petit peu si c'est une chambre avec cuisine, etc. Mais c'est vrai qu'ici, on a beaucoup de personnes qui ont parfois des appartements un peu trop grands, qui se disent pourquoi pas de loger un saisonnier l'été. Je connais son employeur, donc s'il y a un problème, je le dirai immédiatement. L'employeur aussi sera sensible à savoir si ça se passe bien. Et tout ça se fait en bonne entente. Et vous avez fait des constructions a priori en bois. Alors c'est sûr que de la forêt, il y en a à côté de La Baule. C'est une volonté de faire de la construction écologique pour les saisonniers ? Ah bah oui, un label. Quand vous construisez une double volonté. Quand vous construisez dans une forêt, vous faites des choses jolies. Vous savez ce qui... Alors, j'ai vu parfois des choses pas jolies dans des forêts. Comment on peut être certain, Franck Louvrier, que c'est le bagalo, j'imagine que c'est très encadré, qu'elle soit pas trustée par des entreprises. Qu'est-ce qu'on choisit en priorité, par exemple ? C'est une excellente question. Je vous remercie. Parce que, bien évidemment, comme vous le savez, on a le premier employeur privé ici, qui est le groupe Barrière, et qui pourrait prendre l'ensemble des hébergements. Oui. Et je dirais qu'ils n'en auraient pas assez. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des quotas par catégorie. Donc il y a bien évidemment les grands groupes, il y a aussi l'hôtellerie, il y a la restauration, il y a les commerces, etc. etc. Et il y a un quota pour chacun de ces catégories qui sont concernées. Et puis on tourne aussi chaque année pour que tout le monde ne puisse pas avoir systématiquement un logement. Donc ça permet aussi de pouvoir accéder. Donc quand vous avez une crêperie, et que vous avez 3 employés que vous pouvez loger, vous pouvez avoir autant accès au camping municipal que lorsque vous êtes un grand hôtel 4 étoiles à La Baule. Est-ce que ça marche aussi pour les pompiers ? Est-ce que c'est... Alors, deuxième excellente question, c'est qu'on donne la possibilité parfois à certains de pouvoir accéder à un logement, ce qui a été le cas l'année dernière pour les pompiers. On a logé 4 pompiers au sein de... Et ce qui était très bien, parce que comme c'est en plein dans une forêt, c'est beaucoup mieux d'avoir des professionnels du feu dans une forêt. Mais voilà, on essaye quand même vraiment de destiner 90% à 95% de ces logements au monde aux professionnels du tourisme. Laurent Barthélémy veut réagir. Merci Monsieur le maire d'être le tiers de confiance, parce que c'est le sujet souvent dans la relation entre l'employeur, le salarié et le logeur, c'est le tiers de confiance. Donc si la mairie valide et dans un sens et dans l'autre, merci. Nous avons passé une convention avec Action Logement et on a obtenu d'avoir la garantie Visal, donc qui est la garantie qui permet de garantir les loyers, même pour les saisonniers, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Ça permet vraiment de pouvoir asseoir la garantie pour celui qui investit dans un logement pour les saisonniers. Ah oui, ça c'est génial. Mais hors saison, ça veut dire qu'ils deviennent quoi aujourd'hui ? Ils sont quoi, loués à des entreprises ? À qui hors saison ? Alors on a la possibilité de les louer à des grands groupes, notamment industriels qui sont ici, qui cherchent souvent des logements pour un certain temps ou un temps déterminé l'hiver. Vous citiez Action Logement. Le village que nous avons monté ici à La Baule, on l'a fait avec Podelia, qui est une filiale d'Action Logement. Donc là aussi, on a voulu que les choses se fassent avec, je dirais, toute l'accessibilité possible. Laurent Barthélémy. Oui, pour l'hiver, on essaie aussi de faire en sorte que des stagiaires de la formation professionnelle viennent dans ces logements, puisque nos salariés, on a vocation à leur proposer un accompagnement formation et un parcours professionnel. Donc de pouvoir les accompagner, leur faire des formations l'hiver, permet aussi de garder ces logements pleins avec des ressortissants et des stagiaires de la formation professionnelle. Est-ce que la saison a commencé ? J'imagine que oui, Franck Louvrier.
Ouais, tout à fait. La saison a commencé, surtout qu'on a de très beaux week-ends, et tant mieux, ça met du baume au cœur, contrairement à l'année dernière. Non, sur les logements, l'hiver, vous avez raison, c'est vraiment pour nous aussi un équilibre financier. Si on peut les louer l'hiver, c'est bien. Donc ça permet de les louer 12 mois sur 12. Et puis, on a tout ce potentiel industriel qui a besoin, parce que je vous rappelle que la Loire-Atlantique, département où je suis, vous avez 18 000 nouveaux habitants par an qui viennent et qui ne trouvent difficilement du logement. On va avoir, par exemple, à construire le porte-avions nucléaire. Il va y avoir 3 à 4 000 personnes qui vont chercher de façon momentanée des logements. Donc, on en aura besoin l'hiver. Donc là, oui, la saison est bien démarrée. Je suis heureux pour les professionnels parce que, franchement, l'année dernière était compliquée. On a de très beaux week-ends. Et donc, je pense que là, vu les perspectives météorologiques, vous savez, on est très météo-dépendant, étant donné la proximité avec les grandes villes. Et quand il fait beau, honnêtement, on fait le plein. Permettez-moi de vous dire, Cécile, que pour faire la synthèse entre Argelès-Gazost et La Baule, ça me donne envie de manger du foie gras avec de la fleur de sel de Guérande dessus, parce que c'est à côté de La Baule et c'est absolument fabuleux. Je sais pas si Franck Louvrier est d'accord. Ah ouais, si, je suis tout à fait d'accord. C'est un bon vivant, Franck. Parce que, et puis, on a de très bons produits, hein, vous savez. On a de très bons maraîchers, les maraîchers nantais. On a de très bonnes viandes aussi et du poisson à profusion. En tout cas, merci beaucoup Franck Louvrier, ça donne envie. Maire de La Baule-Escoublac, président du Comité national du tourisme des Pays de la Loire. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci beaucoup Laurent Barthélémy, président national de la branche saisonnière et de la commission emploi de l'UMI, syndicat de l'hôtellerie-restauration. Et on vous souhaite un très bel été merci à tous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe David, on se retrouve demain à partir de 17h. Merci Max, merci Aude, merci Nelly, merci Félix, notre famille formidable. Et bon anniversaire à Aurore. Et bon anniversaire à Aurore, bien entendu. Et dans un instant, l'essentiel de Sud Radio avec John Rakato Zafi. Et on vous souhaite une très belle soirée et on vous embrasse. À demain.